Cambridge Analytica a montré que nos likes sur Facebook pouvaient en dire très long sur nous et permettre de prédire nos comportements et nos pensées à des gens très mal intentionnés. C'est un jeune Moldave émigré aux États-Unis qui s'appelle Alexander Kogan qui est parti étudier la psychologie à Berkeley avant de fonder à Cambridge un labo étudiant ce qu'il appelle la prosocialité, c'est-à-dire les comportements bienveillants envers les autres. Et pour cela, il a dû réaliser des enquêtes en ligne. Il s'est donc appuyé sur le directeur du centre psychométrique de Cambridge, qui s'appelle John Rust, et qui élabore depuis des années des tests de personnalité, d'intelligence ou d'évaluation clinique. À ce moment-là, il a rencontré son petit protégé qui s'appelle Michal Kosinski. C'est un Polonais qui pousse sur les tout jeunes réseaux sociaux à l'époque des tests psychométriques qui reposent sur un modèle qui s'appelle Océane. C'est un test psychologique qu'on appelle aussi le Big Five Inventory et qui permet de tester 5 traits de personnalité centraux, à savoir l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité et le neuroticisme. En créant un modèle statistique qui établit une relation entre un trait de personnalité et les likes sur Facebook, il va pouvoir prédire la personnalité d'un utilisateur sans son consentement et surtout sans même qu'il s'en aperçoive. Facebook a même déposé en septembre 2012 un brevet et dès 2014, les guerriers de l'information savent qu'avec 10 likes, le modèle informatique prédit la personnalité de n'importe quel individu de façon plus fiable que l'un de ses collègues. Avec 150 likes, c'est plus fiable qu'un membre de sa famille et avec 300 likes, l'algorithme vous connaît mieux que votre propre conjoint. À ce moment-là, Alex Kogan est embauché par Christopher Wylie. C'est un doctorant en intelligence artificielle à Londres qui veut développer une application qui s'appelle This is your digital life. C'est un quiz interactif qui va permettre de recueillir les données de participants volontaires sur Facebook, mais aussi de l'ensemble de leurs amis. Wylie assiste comme data scientist à une présentation avec Alexander Nix, son patron, à Steve Bannon et Robert Mercer, un milliardaire américain, qui ont pour projet de favoriser l'émergence d'un candidat anti-élite. Ils savent, grâce à des sondages d'opinion, qu'il y a de l'espace en Amérique pour un candidat de la sorte. Et les deux républicains vont investir 15 millions de dollars dans la société de Nix, qui insiste à l'époque sur le fait qu'il a travaillé pour l'OTAN et pour le MI6. Bannon va même devenir vice-président de la société qu'ils vont nommer Cambridge Analytica. Le quiz, qui est développé par Kogan, inonde Facebook du jour au lendemain et va influencer, au moment des midterms de 2014, 44 élections à travers 50 à 60 millions de profils Facebook collectés. La société va empocher 6 millions de dollars de la campagne aux primaires de Ted Cruz avant de se mettre au service de Donald Trump en juin 2016, une fois que ce dernier a été investi, à la surprise plus ou moins générale, par le parti républicain. 2 mois plus tard, le fameux Steve Bannon prend la tête de la campagne de Donald Trump. Et là, Cambridge Analytica a la capacité à aspirer les données de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs à leur insu pour les influencer. C'est ce qu'ils feront ensuite en faveur du Brexit. Il y a un documentaire qui est disponible sur Netflix qui s'appelle The Great Hack et qui fait témoigner des anciens salariés repentis de Cambridge Analytica parce que cette société a fermé officiellement à partir du moment où le scandale a éclaté. Seulement, elle a ouvert sous un autre nom, avec les mêmes méthodes, les mêmes personnes. Et elle continue aujourd'hui encore de capter vos données. Comment ? Eh bien, influencer, si vous voulez, ça veut tout et rien dire. Ça va plus loin que ça. En fait, la stratégie et le potentiel inouï de cette technologie, c'est de cibler ce qu'on appelle la triade sombre de la personnalité. C'est-à-dire des personnes qui ont des troubles de la personnalité non diagnostiqués et donc pas de symptômes, des fous mais qui sont en liberté. Ils sont fous pourquoi ? Parce que leur machiavélisme, leur narcissisme et leur psychopathie vont en faire des recrues parfaites pour tout type de campagne d'ailleurs. Kogan peut, avec seulement 12 questions, déceler ces fameuses personnalités. Et grâce au machine learning, il peut développer un modèle prédictif qui va lui permettre de déceler si ces personnes sont déviantes à partir seulement de leur like.
sans même leur faire de questionnaire. Et pouvoir cibler les individus les plus susceptibles de s'engager dans une armée de trolls au service du chaos politique va devenir, au milieu des années 2010, un tremplin pour créer et pour diffuser des contenus de plus en plus extrêmes. Et à travers eux, grâce à ce qu'on appelle les effets de bulle, qui fait que plus vous likez un type de contenu, une humeur, un sentiment, plus on va vous y exposer, eh bien on va faire en sorte que la colère s'appuie sur une caisse de résonance et devienne extrêmement contagieuse. D'abord sur les réseaux sociaux et puis dans la rue, dans les urnes. Ils vont réussir à générer bien plus d'engagement sur cette colère que sur des sentiments plus positifs. Et Cambridge Analytica va aller encore plus loin en organisant eux-mêmes des événements où les internautes vont pouvoir rencontrer, découvrir physiquement leurs frères de haine, de colère, de paranoïa, et ensuite rencontrer d'autres groupes locaux autour d'eux afin de former comme ça un mouvement national de citoyens qui sont conspirationnistes et qui sont névrosés. On appelle ça l'alt-right. Steve Bannon s'appuie sur eux pour mener son projet de révolution mondiale conservatrice. Et sa botte secrète, son pouvoir, c'est sa capacité à lever toute inhibition chez des individus, on l'a dit, dont la personnalité latente peut les encourager facilement à se révéler violents, sadiques, et lui, Bannon, n'a aucun scrupule à les cibler, à cibler ceux qui se sentent opprimés par le politiquement correct, mainstream, ou qui éprouvent carrément un racisme latent, qui sont prêts à s'armer dans tous les sens du terme. En encourageant la colère, eh bien, il a aussi permis, Bannon, de diminuer le besoin d'explications rationnelles en plaçant les citoyens dans un état d'esprit punitif qui va les conduire à sous-estimer les risques de leurs actes. En fait, il va tout simplement prendre des individus fragiles psychologiquement et les pousser à la rébellion, en les coupant de leurs entourages pour les rapprocher de leurs semblables, de gens qui, comme eux, sont frustrés, ont la haine et ont envie de bousculer la société. C'est en fait un peu comme une secte parce qu'il arrive à les isoler de tout récit perturbateur, de toute personne pouvant casser ce cercle du discours. Les Russes ont d'ailleurs eu accès à ces méthodes très vite. Sam Patten, un agent d'influence russe, a travaillé sur les modèles prédictifs de Cambridge Analytica et des hackers russes ont récupéré toutes les données de la société d'Alex Kogan, qui a ensuite travaillé lui-même en Russie pour les former à ces méthodes et leur permettre de prédire la croyance complotiste. C'est ce qui va permettre aux Russes d'enrôler des idiots utiles en ligne partout dans le monde, des gens qui vont réagir par pulsion ou par conformisme aux trolls contagieux de, justement, trolls pathologiques, sadiques, psychopathes. C'est cette idée de campagne négative où finalement on comprend qu'il suffit pour gagner une élection de décourager les citoyens et les adversaires de voter pour l'autre candidat ou de voter tout court. En 2008, deux consultants politiques juifs américains, Arthur Finkelstein et George Birenbaum, ont été mis au service de Viktor Orban par leur client principal qui est Benjamin Netanyahou, le Premier ministre de l'État d'Israël à l'époque, et ils ont aidé comme ça plusieurs dirigeants de pays post-communistes. Leur stratégie, leur méthode, leur secret, c'est de démoraliser les partisans de leur adversaire en détruisant méthodiquement son image. Ils n'ont aucune limite. En 2010, ils ont fait élire Orban en ayant orienté toute sa campagne sur la dénonciation des bureaucrates et du capital étranger en Hongrie. Et pour maintenir sa cote, ils ont créé en août 2013 un nouvel ennemi à Viktor Orban en la personne du milliardaire américain d'origine hongroise, George Soros. Alors, les théories du complot avaient déjà, depuis une trentaine d'années, depuis le moment où il a fait son raid contre la livre sterling, frappé George Soros. Sauf que là, le gouvernement hongrois va s'en prendre directement à sa fondation, qui est le bras armé des démocrates américains pour promouvoir l'idée d'une société ouverte, les valeurs libérales dans le monde, et notamment dans l'ancien monde soviétique, qui s'appelle l'Open Society Foundations. Et eh bien, le pouvoir hongrois voit en Soros le sponsor de toutes les révolutions de couleur. Et donc, ils vont emboîter les Russes, Vladimir Poutine en premier, le pas d'Orban. En 2018, 50 articles sont publiés sur RT à propos de George Soros. Et ils font de Soros l'incarnation maléfique du complot mondial. Le fils de Netanyahou va même poster
un mème où George Soros contrôle le monde avec des reptiliens. Trump s'y met aussi, et pour faire diversion sur l'inculpation de son directeur de campagne et de son conseiller à la sécurité nationale pour justement ingérence, pour lien avec le Kremlin, eh bien Trump va relayer les thèmes d'un groupe conspirationniste de l'alt-right qu'on appelle les QAnon. Trump a recruté 315 fois durant son mandat une théorie émergente des QAnon. Notamment une théorie selon laquelle Hillary Clinton et son ancien directeur de campagne, donc John Podesta, dont les mails, vous vous rappelez, avaient été hackés par les Russes pendant la campagne, eh bien ces deux personnes seraient impliquées dans un culte sataniste et un trafic sexuel pédophile organisé depuis le sous-sol d'une petite pizzeria en banlieue de Washington qui s'appelle le Comet Ping Pong. Après l'élection de Donald Trump, 47% de ses électeurs considéraient ce qu'on a appelé le Pizzagate comme une histoire vraie. Pourtant, un pompier, un jour, a voulu en avoir le cœur net et il s'est pointé dans le restaurant avec une arme de poing et il n'a rien trouvé. Il n'y avait même pas de sous-sol dans cette pizzeria. Seulement, pour être un peu plus précis sur ces fameux QAnon, il faut voir qu'au départ, c'est un forum sur Reddit où un anonyme, c'est-à-dire à peu près n'importe qui se fait appeler Q-Clearance Patriot. C'est en référence, vous savez, à l'habilitation délivrée par le ministère de l'énergie américain pour accéder aux données top secrètes qui ont trait au nucléaire en Amérique. Bien, ce fameux Q diffuse des prophéties à petit des milliers, des centaines de milliers, jusqu'à 1 demi-million d'abonnés qui se nomment eux-mêmes les Anon, les anonymes. Et ils vont faire, jour après jour, un travail d'exégèse collaboratif délirant pour, selon eux, lutter contre le Deep State, contre l'État profond. Je vous donne un exemple. Quand le patron du FBI, James Comey, a annoncé sur Twitter la mort de son chien, les QAnon l'ont interprété très sérieusement comme l'annonce de l'exécution de George W. Bush. Et certains, malgré le fait que les prophéties de Q ne se vérifiaient jamais, sont devenus de vrais gourous en ligne, qui se sont enrichis, qui ont gagné des millions de dollars en vendant des produits dérivés sur les réseaux sociaux, des livres sur Amazon, des t-shirts, et qui sont allés participer à l'entrée des meetings de Donald Trump, physiquement à la prise de pouvoir des républicains aux États-Unis. QAnon, en fait, c'est la première théorie du complot participative de l'histoire de nos sociétés. Parce que participer à ce mouvement a permis à ces centaines de milliers de citoyens américains de compenser leur sentiment d'impuissance. Ils ont voulu reprendre le contrôle de leur destin, lui donner un sens élevé, un sens plus noble à leur existence, et pour ça trouver une signification à un monde qui était devenu de plus en plus complexe. En étant QAnon, ils pensent qu'ils font partie des élus, de ceux qui sont informés du projet secret dont Donald Trump est une forme de Christ dont ils auraient participé par son élection à sa mise sur le trône. Et les conspirationnistes du monde entier se sont mis à s'en mêler parce que QAnon est devenu le point de référence de la galaxie conspirationniste du monde entier. Alors, ils vont à la gamelle, ils vont sur ce réseau pour se faire leur petite chapelle. Il va d'ailleurs, ce mouvement QAnon, profiter du confinement en 2020, pour déployer une multitude de théories du complot, toutes plus farfelues les unes que les autres, dont une qui dit que le confinement a permis à l'armée de sauver des enfants victimes d'un trafic sexuel. Trafic sexuel, vous savez, pour récupérer l'adrénochrome, qui est une substance sécrétée par le corps humain et qui serait utilisée par les élites mondiales de la politique ou de la finance comme un élixir de jouvence. Le succès colossal d'un film sorti le 4 juillet 2023, le jour de la fête nationale aux États-Unis, s'appuie sur ce levier, sur celui des crimes sexuels pédophiles des élites dénoncées par les QAnon. Ce film s'appelle Sound of Freedom. Et dans ce film, inspiré d'une histoire vraie, un agent fédéral va aller sauver des enfants des griffes d'un réseau international où les narcotrafiquants se mêlent aux politiques. L'histoire qui est derrière ce film, c'est celle de Tim Ballard. C'est un homme qui a été soutenu par l'alt-right et qui a flirté largement avec les thèses QAnon. Ce qui a fait scandale, ce qui a mobilisé la fachosphère américaine, c'est que ce film a été tourné en 2018. À l'époque, il a été produit par Fox. Vous savez, c'est Rupert Murdoch qui possédait Fox.
Et puis ensuite, quand Disney a racheté Fox, ils ont annulé ce film, sa sortie. Et c'est une boîte de production chrétienne qui s'appelle Angel Studio qui a sorti ce film. Vous savez, c'est une société qui a créé des séries comme The Chosen qui parlent de la vie du Christ, etc. Et l'acteur qui joue dans Sons of Freedom n'est autre que Jim Caviezel. C'est celui qui avait joué le Christ dans le film de Mel Gibson il y a 20 ans et qui depuis s'est fait une petite spécialité, une petite audience en soutenant publiquement des théories conspirationnistes. Seulement, cette idéologie tue. Elle tue physiquement. Par exemple, aux États-Unis en 2020, le pays a vu 23 millions d'armes à feu être achetées et près de 20 000 morts et 40 000 blessés par arme à feu. C'est un record absolu, tandis qu'un tiers des républicains considéraient la violence comme absolument nécessaire pour sauver leur pays et que 6 millions d'Américains se déclaraient adeptes des théories de QAnon. L'un des gourous les plus influents de QAnon, qu'on soupçonne d'ailleurs parfois d'être lui-même le fameux Q, s'appelle Ron Watkins. Et il a martelé quelques jours avant l'élection présidentielle de novembre 2020 le spectre de la fraude électorale en lançant une théorie selon laquelle la société de vote électronique Dominion aurait commis une gigantesque fraude au détriment de Donald Trump. Cette théorie a été relayée, on en a parlé sur Fox News, la chaîne de Rupert Murdoch, ce qui leur a valu plus tard des centaines de millions de dollars de dédommagement pour s'éviter un procès. Et le président Donald Trump lui-même a tweeté que Dominion avait effacé et modifié des millions de votes en sa faveur. À l'époque, Facebook va voir le record de croissance pour une page de toute son histoire. En 24 heures, la page Stop the Steal, arrêtez le vol, a réuni 320 000 abonnés. Et Watkins, à ce moment-là, va tweeter le hashtag franchir le Rubicon et va encourager sur les réseaux sociaux le président Donald Trump à invalider l'élection pour mener, je cite, une guerre sans merci au Deep State. À ce moment-là, une manifestation est organisée devant le Capitole le jour où doit avoir lieu la certification des élections, le 6 janvier 2021. Et Donald Trump tweet « Soyez là, ce sera sauvage ». L'invasion du Capitole va faire 4 morts, dont 2 femmes qui étaient adeptes de QAnon. Et les images, vous vous rappelez peut-être de ce militant de l'Arizona qui se fait appeler Q Shaman, mais qui s'appelle en fait Jacob Chansley, ont fait le tour du monde. Il portait des cornes de bison au moment d'entrer dans le Capitole. Ce qu'on a vu ce jour-là, c'est que l'extrémisme psychologique est bien plus qu'idéologique. Il est mental. Et c'est normal, puisqu'il résulte lui-même du ciblage de personnalités ayant des problèmes mentaux par des propagandistes qui sèment le chaos à l'intérieur des démocraties, quoi qu'il en coûte. Ils veulent pourfendre finalement à l'intérieur des démocraties, ils veulent terminer le travail de Poutine et de ses amis. Poutine d'ailleurs qui se frotte les mains, parce qu'il tient maintenant son psychovirus, celui qui affaiblit le système immunitaire informationnel de ses adversaires. Seulement, cette opération de guerre psychologique a complètement échappé à ses créateurs, un peu comme un Frankenstein maléfique. Et aujourd'hui, on voit des démocraties complètement fracassées, parce qu'elles ont compris. Elles ont compris en 2022 qu'il fallait réagir pour reconquérir les esprits de leurs propres citoyens. Mais en ont-elles seulement les moyens? En ont-elles encore la légitimité?